Bonjour à tous, je suis Pierre Crépieux, je travaille chez Orange, je suis développeur Android. Et en fait, au quotidien, je développe, un peu comme tout le monde ici, et surtout je teste. Et quand je teste des applis, que ce soit les applis qu'on développe ou les applis tierces, régulièrement j'ai ma batterie qui est vide complètement à la fin de la journée. Et donc forcément, ça amène à se poser un certain nombre de questions et à savoir trouver les causes qui vident votre batterie aussi rapidement. Alors, je voulais juste faire un petit sondage. Qui a assisté à la conférence sur les perfs hier de RAN? 1, 2, 3, 4, 5, ok, presque tout le monde. Il y a un certain nombre de choses que je vais redire, parce que nécessairement, quand on parle de perf, si on parle de perf sur un environnement contraint comme un smartphone, il y a un certain nombre de notions qui reviennent à chaque fois sur le tapis. Donc en guise d'agenda, je vous propose une petite introduction. C'est le matin, il y a eu la soirée d'hier, donc on va commencer tout doucement. Pendant la présentation, je parlerai du matériel, parce que finalement, ce n'est pas votre soft qui consomme de l'énergie, c'est le matériel qui tourne en dessous. Le réseau, parce que c'est un gros consommateur d'énergie, et en plus, travaillant chez Orange, le réseau, c'est un peu aussi notre cœur de métier. Le framework, parce qu'évidemment, vos applis s'appuient sur le framework. Et je vous proposerai à la fin, si on a le temps, je pense qu'on devrait avoir le temps, de faire vos mesures vous-même, avec un petit montage à base d'Arduino. Pour les bricoleurs. Donc en termes d'affichage, le problème, à la base, c'est ça, pour vos applis. C'est les commentaires que vous allez récupérer sur le Play Store, pour certains assassins. Donc j'imagine que ce genre de commentaires, ou vous en avez déjà été l'auteur une fois, ou alors vous en avez été la cible. J'espère que c'est pour ça que vous êtes venus, pour essayer de comprendre un peu ce qui se passe. Et c'est une notion qui est devenue universelle. Pour tous les utilisateurs, installer une appli qui va vider leur batterie, c'est quelque chose qui va vraiment les déranger en fait. Et il n'y a rien de plus énervant quand on a un smartphone, dès lors qu'on veut passer un appel pour X raison, quitte à ce que ce soit un appel d'urgence ou pour une raison importante, s'il est vide, vous ne pouvez plus passer d'appel. Ça c'est un peu embêtant. Et d'autant plus, RAN l'avait dit hier également, si des applis vident complètement la batterie d'un smartphone, au final vous ne pouvez plus utiliser les applis, y compris les vôtres. Donc c'est devenu un critère extrêmement important pour les utilisateurs, un critère de choix extrêmement important pour les utilisateurs. Et pour vous, en tant que développeur, je pense qu'il est important de savoir exactement qu'est-ce qui se passe sous le capot. Alors tout ce qu'on a vu, je ne sais pas si vous avez lu certains des commentaires, c'est des vrais commentaires que j'ai mis. J'ai pris la peine d'aller sur le store pour trouver des vrais feedbacks. En fait, l'utilisateur, ce qu'il exprime, c'est un symptôme. Il sent par exemple que sa batterie chauffe. C'est gênant. La batterie chauffe, ou le téléphone même chauffe. Il faut bien se rendre compte qu'en fait, un smartphone, c'est un tout petit équipement. Vous l'avez tous dans la poche, c'est pas la peine que je le montre. Et il n'a pas de système de refroidissement, en fait. On peut pas se permettre de mettre un ventilateur. Et évidemment, en termes d'ergonomie, ça ne serait pas possible. Donc on est extrêmement contraint en termes de puissance qui est dissipable par l'appareil. Et c'est de l'ordre de quelques watts. Donc évidemment, pour faire tourner des CPU, des GPU, des trucs super puissants avec quelques watts, sans que ça chauffe, c'est pas évident. L'autre symptôme qu'on voit régulièrement revenir, c'est le téléphone s'éteint au bout de quelques heures. Voilà, c'est typiquement le genre de cas que je vois régulièrement. Et l'utilisateur, il ne sait pas spécialement pourquoi à la base. Et il y a d'autres utilisateurs qui, eux, sans qu'il y ait vraiment de symptômes, genre vraiment physique, une manifestation qui soit en quelque sorte palpable, il y a certains utilisateurs qui sont tout le temps les yeux rivés sur les stats de la batterie du téléphone. Il y en a certains, ils vont installer une appli, un quart d'heure après, ils vont regarder les stats. Parce que ça prend 1%, oh mon Dieu, ça prend 1%, c'est trop. Et il y en a beaucoup qui font ça. Et il y en a beaucoup qui font ça, j'ai envie de dire d'une certaine manière, à cause, ou grâce, à Android. Depuis les toutes premières versions d'Android, en fait, on avait déjà une jauge qui donnait une indication sur l'état de la batterie. C'est à titre informatif, et puis bon, c'est important pour que l'utilisateur sache jusqu'à quand il va pouvoir utiliser son smartphone. Mais c'était assez succinct comme information. Vraiment, là, voilà, la batterie, elle est ici à peu près à 50%. On n'en sait pas beaucoup plus. Mais au fil des évolutions, on a eu un peu plus d'infos. On a eu des infos sur quelle appli consomme de la batterie. Et ensuite, on est allé encore un peu plus loin, enfin, dans le même registre. Pour une application donnée, on a donné des indications sur le temps CPU qui a été utilisé, les données qui ont été envoyées, les données qui ont été reçues, pour que l'utilisateur puisse encore d'autant plus diagnostiquer un éventuel problème sur une application. Et là, maintenant, avec les dernières versions d'Android, on a encore carrément plus d'informations concernant notamment la radio. Parce que la radio, RAN l'a dit, moi je vais le redire, c'est un composant qui est extrêmement consommateur d'énergie.
Donc pour situer un peu notre problème, on a la batterie, c'est un tout petit truc comme ça, qui stocke de l'énergie. Elle a une capacité limitée, évidemment, de par son volume. Typiquement, une batterie peut faire à peu près 2800 mAh, il y en a qui font moins, il y en a qui font plus. Et ces valeurs, en fait, les milliampères-heure, ça va vous donner la capacité. L'ampère, bon, je vous rappelle au cas où, l'ampère, c'est le courant électrique, ça mesure le courant électrique. Les volts, c'est pour la tension. Si vous multipliez la tension par le courant, vous avez la puissance. Donc la puissance, c'est une mesure, c'est instantané. Si vous voulez avoir de l'énergie, c'est simple, vous intégrez la puissance sur le temps, ça va vous donner l'énergie qui est consommée. Et pour parler d'énergie, on évoque souvent ou les joules, ou également les coulombs. Le coulomb, en fait, c'est la charge électrique, typiquement un ampère-heure qui passe, c'est 3600 coulombs. Voilà. C'est instantané. Non, c'est pas instantané, vu que c'est des ampères-heure, c'est intégré sur le temps. On fait un rapide calcul, 2,8 ampères-heure fois 3600 fois 3,7. 3,7, c'est la tension nominale d'une batterie. Ça vous donne à peu près une capacité de 37 296 joules. Je le présente parce qu'en fait, après, je parle d'Arrow, et Arrow, parfois, reporte des mesures en joules. Donc, c'est important de connaître juste un petit peu ces petites règles. Et pour connaître l'autonomie de la batterie, ce que vous voulez faire, typiquement, c'est partir de la capacité, et vous allez faire une droite, auquel vous allez soustraire l'intensité fois le temps, et vous allez chercher l'intersection avec l'axe des abscisses. Vous allez prendre une courbe comme ça qui descend, vous partez de t égale à 0, et vous allez chercher à quel moment ça va faire l'intersection avec l'axe des abscisses. Autrement dit, c'est une équation super simple. Hein. Le temps, l'autonomie de votre batterie, ça va être la capacité divisée par l'intensité. Si vous voulez accroître, justement, c'est-à-dire diminuer la pente de cette courbe, vous pouvez augmenter la capacité de la batterie. C'est ce qui a été fait au cours des années. Avant, les batteries faisaient, je ne sais pas, peut-être 1000 mAh, maintenant on est rendu à 2 fois, 3 fois plus. Le problème avec ça, c'est que les CPU, eux, en fait, ils suivent une règle d'évolution qui est beaucoup plus rapide que ce qu'on peut faire avec une batterie. La loi de Moore, elle ne s'applique pas sur les batteries. Vous pouvez également avoir un chargeur de secours. Je ne sais pas qui a un chargeur de secours avec lui là, dans la salle. Ouais, voilà, vous n'êtes quand même pas, c'est pas complètement négligeable. Ou alors, une autre piste que je vous suggère, c'est de voir un peu si on ne peut pas faire consommer moins nos applications. Alors pour les gros étourdis qui n'ont pas de chargeur de secours, qui ont des applications qui consomment beaucoup et qui ne peuvent pas augmenter la capacité de la batterie, à l'entrée, il y a quelqu'un qui propose de recharger vos téléphones. Vous verrez, il est juste à droite quand vous entrez dans la conf. Alors, la consommation d'un téléphone. Je vous ai préparé une petite animation. Je vous ai dit, c'est assez simple en fait. Pour calculer l'autonomie, vous prenez la capacité, vous divisez par l'intensité, et puis vous verrez combien de temps ça peut tenir. OK ? Sauf que, là je vous présente l'intensité instantanée qui est mesurée par un petit équipement qui est le Power Monitor que je vous présenterai tout à l'heure, et le temps. L'intensité, ça varie tout le temps. C'est un truc, mais je veux dire, c'est absolument pas constant. C'est pas comme une ampoule. Une ampoule, vous l'allumez, hop, elle va prendre de l'énergie. Vous l'éteignez, elle n'en prend plus. Le téléphone, il a tout un paquet de composants qui vont s'activer et se désactiver, et la consommation qui va être entraînée, elle est hyper variable au cours du temps. Donc c'est pas super facile de diagnostiquer un problème sur un téléphone. Si on veut se faire une petite idée des différents composants qu'il y a dans le téléphone et de leur impact sur la batterie, sur tous les téléphones Android, vous avez un fichier, le framework resource. Je vous donne une petite commande avec un DB pool, vous pouvez le récupérer. Avec apt, vous allez voir le contenu du fichier powerprofile.xml. Et là, vous avez plein de valeurs qui sont rapportées. Des valeurs qui sont rapportées donc en milliampères-heure pour la batterie et en milliampères pour les différents composants. Donc ce qu'on peut voir, c'est que par exemple l'écran, il consomme pas mal quand même. Sur un Nexus 5, c'est 221 mAh à pleine luminosité. Sur un Nexus 6, c'est déjà 440 mAh. C'est pas négligeable. Évidemment, le Nexus 6, il a une résolution beaucoup plus importante que le Nexus 5. Donc forcément, l'écran, il va consommer plus, parce qu'à chaque fois, les petits pixels, il va falloir leur envoyer des électrons pour qu'ils s'allument. Le Bluetooth, c'est un protocole radio, ça va consommer de l'énergie. La radio mobile, qu'on voit ici, en fonction du téléphone, ça va consommer entre 185 mAh et 350 mAh. Alors, on verra tout à l'heure comment on mitige ça, parce que c'est une valeur qui est extrêmement variable également. Le GPS, sans surprise, ça consomme beaucoup. Tous ceux qui jouent à Ingress le savent.
Et la CPU, c'est également énorme, parce qu'on a vraiment des bêtes de course qui sont parfois comparables à des i3, voire des i5 sur certains smartphones. Et quand on a plusieurs cœurs et qu'on les fait tourner à plusieurs gigahertz, bah, ça peut consommer jusqu'à également 400 mAh. Donc vous prenez un écran 400 mAh qui consomme ici à pleine luminosité sur un Nexus 6 et vous rajoutez la CPU qui tourne à toute vitesse sans arrêt, bah, votre batterie elle ne va pas faire long feu. Alors toutes ces valeurs, c'est les valeurs de ces petits composants qui sont tout en bas. Et nous, bah, on est tout en haut. Donc ça, c'est le principal problème, selon moi, c'est que bah, y a quand même pas mal de chemin à faire entre l'API qu'on va utiliser et le composant. Et essayer de savoir ce qui va se passer à chacun des niveaux, bah, bon, c'est quasi impossible, quoi. Donc, ce qu'on sous-estime parfois, c'est que tous les fabricants de terminaux ont déjà appliqué mais vraiment un paquet d'optimisation sur leur hardware. Typiquement, sur les capteurs, je ne sais pas si vous le saviez, mais il y a un coprocesseur qui est dédié pour les capteurs. Parce qu'un capteur, quand on va l'activer et qu'on va vouloir qu'il nous rapporte des mesures, eh ben, la CPU, ça va la solliciter. Si elle doit elle-même aller voir les mesures, ça va la solliciter, ça va l'empêcher d'aller potentiellement dans des états un peu plus dormants. Donc, les constructeurs ont rajouté un petit coprocesseur qui va s'occuper de faire des batchs. Et à chaque fois qu'il a un certain nombre d'événements, il va les envoyer vers la CPU pour les faire les traitements. Je crois que déjà, sur KitKat, il y a des API qui avaient été ajoutées au niveau de la couche d'abstraction matérielle dans Android. Au niveau des CPU, c'est pareil, les constructeurs ont fait preuve de beaucoup d'ingéniosité, ils ont travaillé beaucoup pour optimiser l'usage des CPU. Quand vous avez maintenant des processeurs à quadricœur, voire octocœur, eh ben, on verra tout à l'heure, bah, vous n'avez pas tous vos cœurs qui tournent sans arrêt en fait. Il y a un certain nombre de mécanismes qui sont mis en place afin d'arrêter certains cœurs s'il n'y a pas besoin de les utiliser, et également de faire comment dire, de la mise à l'échelle sur la fréquence. Et vous avez un autre processeur également qui s'occupe de tout ce qui est radio, qu'on appelle le baseband. Vous verrez dans la littérature, si ça vous intéresse, le baseband, souvent, on l'appelle le BP, le baseband processor, et tout ce qui est CPU, on appelle ça l'AP, pour l'application processor. Donc c'est vraiment deux choses complètement distinctes. Et au-dessus de ça, vous avez le noyau Linux, avec différents drivers pour accéder au capteur, par exemple. Vous avez tout l'OS, vous avez le framework d'Android, vous avez les API d'Android, vous avez potentiellement une librairie que vous allez utiliser pour récupérer, par exemple, les infos de GPS ou j'en sais rien, de détection de mouvement, ce genre de truc, et votre API, elle est tout là-haut. On va prendre l'exemple d'un capteur. Voilà, c'est assez simple. Avec le framework Android, vous avez une API, et le sensor service, pardon, vous lui demandez de récupérer le gyroscope. Au passage, je vous souligne qu'en fait, sur chacun des capteurs, vous avez une méthode getPower qui vous renvoie la valeur du courant qu'il va consommer. C'est assez marrant de regarder justement ce que consomme un capteur avant de l'utiliser. Et puis derrière, hop, vous enregistrez un listener, c'est super facile, et puis vous faites ce que vous voulez dans votre callback. Et juste en faisant ces quelques lignes de code, bah, vous avez fait tout ce chemin-là. Ce qu'il faut bien avoir en tête avec un capteur, de ce fait, c'est que dès que vous enregistrez un listener dessus, vous consommez. Vous consommez parce que le capteur il a besoin d'énergie pour fonctionner. Vous allez consommer également parce qu'il va falloir appliquer des traitements qui vont être exécutés par la CPU, dans la petite callback qu'on a vue tout à l'heure. Plus vous allez échantillonner, plus vous allez consommer. Si vous voulez par exemple avoir les infos du gyroscope avec une fréquence d'échantillonnage maximale, bah, ça va consommer plus. Parce qu'en fait, le coprocesseur, il va faire ses batchs, mais il va les envoyer plus souvent au CPU qui va la réveiller. Plus vous allez demander en précision, notamment avec le GPS, bah, plus vous allez consommer. Donc la règle vraiment de base à appliquer, quand vous utilisez des capteurs, quel que soit son type, c'est vraiment de vous assurer de n'utiliser que le strict nécessaire. Par exemple, si vous voulez détecter un mouvement, ou je ne sais, enfin, n'importe quoi qui soit, comment dirais-je, bah, dans l'espace avec votre téléphone, essayez de voir si vous ne pouvez pas utiliser l'accéléromètre plutôt que le gyroscope. Un gyroscope, en général, sur la plupart des smartphones, ça va consommer 10 fois plus qu'un accéléromètre. Donc si vous arrivez à faire ce que vous voulez juste avec l'accéléromètre, bah, profitez-en. Le GPS est extrêmement gourmand. En fonction de l'appli que vous faites, bah, parfois vous en avez nécessairement besoin, donc forcément vous n'allez pas vous priver. Mais parfois ce n'est pas le cas. Et même parfois il y a des librairies, typiquement Analytics, qui va vouloir remonter également des infos sur la localisation de l'utilisateur. Bah, vérifiez que la librairie que vous allez utiliser, bah, elle a été vigilante vis-à-vis de la consommation des différents capteurs sur lesquels elle s'appuie. Et notamment avec le GPS, essayez de voir si vous ne pouvez pas juste vous contenter du mode passif.
C'est-à-dire que le mode passif, c'est s'il y a une autre appli qui, elle, a vraiment eu besoin de l'information de localisation de l'utilisateur, si vous vous êtes enregistré avec le mode passif, hop, vous allez être notifié directement. Et comme ça, ce n'est pas votre appli qui a entraîné la consommation. Donc c'est vachement important d'être vigilant là-dessus. À titre d'exemple, ce qu'on voit sur la courbe, c'est la consommation de mon téléphone. Donc il est vraiment en mode idle, l'écran éteint, donc la CPU elle peut se mettre dans un mode plus ou moins dormant, on verra comment ça marche après. Et voilà, je consomme à peu près, voilà, vous voyez la courbe, hein, je suis à 2,5 mA. Si j'enregistre juste, un listener sur le gyroscope, je ne fais rien dans le listener. Je passe à 5 mA, j'ai doublé. Donc là, le téléphone est en mode idle, vous avez doublé sa consommation. Donc forcément, il va rester 2 fois moins longtemps en mode idle, et vous allez diminuer par 2 l'autonomie. Mais bon, ça ne sert à rien ce test. C'est juste pour vous montrer que dès lors que vous enregistrez le listener, vous avez une consommation qui est induite. Ce que vous allez faire souvent dans votre appli, c'est que vous allez avoir l'écran qui est allumé, hein, vous allez pouvoir regarder quelque chose. Donc l'écran, il va vous prendre, bon là sur mon téléphone, il ne consomme pas trop, un peu plus de 100 mA. La CPU, elle n'est pas forcément impliquée, parce qu'une fois que l'écran il a affiché son truc, si la CPU ne fait rien de spécial, bon ben voilà, elle ne tourne pas quoi. Et si vous allez, cette fois, utiliser les informations du gyroscope pour faire différents calculs dessus, en fonction du calcul, hop, vous allez reprendre encore 50 mA dans la vue, en fonction de l'algorithme que vous allez appliquer. Donc, clairement, la méthode de callback que vous allez implémenter sur le listener d'un capteur, elle peut avoir un impact vraiment très important sur votre appli. Donc il faut, comme elle va être appelée à chaque fois qu'il y a une information, il faut vraiment que vous passiez un temps le plus important possible pour soigner votre implémentation et faire en sorte que la complexité du calcul soit la moindre possible. Alors on a parlé de la CPU, enfin des callbacks qui allaient impliquer la CPU dans les différents traitements. On va voir la CPU de manière plus générale. On a vu sur les premiers slides que j'ai présentés tout à l'heure que ça pouvait consommer quand même jusqu'à 400 mA, ce qui est assez énorme. Donc la CPU, on peut se dire, mais c'est hyper énergivore. Clairement, là, on ne va pas tenir longtemps avec ça. Sauf que, je vous ai dit également tout à l'heure que les constructeurs avaient porté beaucoup d'attention sur l'optimisation des CPU. Et dans la plupart des téléphones, vous avez un mécanisme qu'on appelle le DVFS, qui est en fait l'adaptation dynamique de la fréquence et du voltage des CPU. J'ai fait un petit essai, j'ai installé une appli, alors il y a plein d'applis sur le store pour aller regarder les différents états des CPU, hein, je vous laisse en trouver une qui vous plaît. Et sur mon téléphone, typiquement mon CPU, la plupart du temps, juste il fait rien. C'est vrai que je ne joue pas beaucoup à Ingress. Et quand il fait quelque chose, en général, la fréquence minimale, ça lui suffit. De temps en temps, il va monter un peu plus. Et vraiment, vous voyez, il faut être le ratio, hein, là j'ai 101 heures, là j'ai 10 minutes, il tourne assez peu en fait, à pleine fréquence. Tout ça pour dire qu'il faut porter un soin particulier, à la fois à toutes les callbacks que vous pouvez implémenter, à la fois au traitement que vous faites, parce que si vous faites des traitements complètement inutiles, vous allez solliciter la CPU, puis elle va consommer pour rien. Et les traitements, ou ils sont inutiles parce que vous avez mal conçu l'appli, ou alors il y a un bug. Alors, ça arrive, hein, malheureusement. Et typiquement, je suis désolé, on ne voit pas super bien. Ça, c'est des mesures qu'on a faites avec un outil qui s'appelle ATK, qui permet de mesurer la CPU sur un téléphone et qui permet de faire des mesures de CPU ou par appli ou global sur le système. Et on nous avait parlé d'une appli qui consommait beaucoup, enfin vraiment anormalement, quoi. Dès qu'on l'installe, qu'on la lance, pouf, la batterie, elle fond comme peau de chagrin. On a fait des mesures et on a vu que dès qu'on lançait l'appli, effectivement, là, elle prend quelque chose comme 18% de CPU, si on fait la moyenne. C'est pas normal. Je veux dire, une appli, on la lance, quand elle ne fait pas de traitement, qu'elle affiche rien, la CPU ne fait rien. Et alors, plus amusant encore, on a remarqué que la CPU globale du système, c'était 40%. On s'est dit quand même, il y a quelque chose d'assez suspect là-dessous. Et donc, on s'est dit, clairement, l'appli, elle a sûrement un bug, parce qu'elle tourne en boucle, c'est sûr. Et en plus, elle sollicite le système. Donc pour avoir le fin mot de l'histoire, on a juste rajouté le petit mode de surbrillance des overlays sur le téléphone. Et on s'est aperçu que la barre de notif, elle était en train de clignoter tout le temps. Parce qu'il y avait un petit bug, une condition d'arrêt qui était complètement mal pensée. Et l'appli, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle postait des demandes de mise à jour de la notif dans la barre, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Donc c'est important d'avoir ce genre d'informations en tête, parce que quand on vous donne une appli et qu'on vous dit elle consomme trop,
Eh ben, il faut y aller à tâtons, il faut essayer de voir. Est-ce que c'est la CPU, est-ce que c'est la radio, est-ce que c'est un capteur? Il y a une autre source de problème très importante sur les applis régulièrement, c'est ça. Alors je suis désolé, la photo on ne voit pas super bien, mais est-ce que vous voyez un truc qui vous choque? Ouais, c'est de ce côté-là, mais c'est encore un autre truc. Bon, on voit, non mais... En fait, ces veilleuses sont allumées. Ces veilleuses sont allumées, donc en fait, dans 3-4 heures, quand il va revenir, il va essayer de démarrer sa voiture, il ne pourra pas, parce que ces veilleuses sont allumées. Alors c'est super discret, on ne le voit quasiment pas. Tu n'avais pas vu que ces veilleuses étaient allumées. C'est pas évident. Et ça, typiquement, c'est pour illustrer le problème des wake locks. Avec Android, vous avez un super pouvoir qui est d'empêcher la CPU de s'endormir, de se mettre dans un mode dormant. Alors, Ran en a parlé un peu hier également. Vous avez quand même un warning dans la doc. Je ne sais pas si vous lisez bien les docs à chaque fois, mais c'est écrit, quoi. Méfiez-vous. Si vous prenez un wake lock, ça peut impacter l'autonomie de votre téléphone. Pour autant, ça reste assez facile à utiliser. Encore une fois, c'est comme pour un capteur. Moi, j'ai une API, bon, ça n'a l'air de rien comme ça. 4 lignes de code, ça peut potentiellement me tuer la batterie. Alors, j'ai mis ici volontairement le release. Ran en a parlé hier, à très juste titre. Non, plutôt sur le hardware, pardon. Mettez un timeout pour être sûr qu'au bout de quelques secondes maxi, vous libériez le wake lock. Parce que si vous ne faites pas ça, vous allez empêcher la CPU de repartir dans un état dormant. Les wake locks, il y en a plusieurs types. Il y a les wake locks partiels, qui peuvent maintenir la CPU active. Il y a également des wake locks pour l'écran. Les wake locks sur l'écran, honnêtement, je pense qu'il y a d'autres mécanismes beaucoup plus appropriés pour le faire. Typiquement, vous avez un flag que vous pouvez mettre dans votre layout pour dire de garder l'écran allumé, ou également au niveau du Windows Manager, si vous voulez le faire en Java. Et là, c'est l'OS qui va s'occuper de gérer le wake lock pour l'écran. Et en général, il fait ça mieux que nous. Enfin, en tout cas, il y aura sûrement moins de bugs quand il le fait. Alors pour illustrer un problème de partiel wake lock par exemple, pour que vous vous rendiez compte, là typiquement c'est encore une fois, j'ai une appli qui tourne, donc qui peut partir dans des états dormants assez fréquemment, parce qu'elle ne consomme pas grand chose, et j'ai mis une alarme. Donc les gros pics qu'on voit, c'est le déclenchement des alarmes. Elle ne fait rien l'alarme, elle déclenche juste. C'est une alarme wake up, elle déclenche. Si plutôt que de rien faire, je prends un wake lock pendant 10 secondes, mes 10 secondes là, voilà, ma CPU elle est restée dans un état qui est beaucoup plus consommateur que si elle était repartie dans un état dormant. Donc il faut être hyper vigilant avec ça. Et une fois de plus, les bugs, c'est vite arrivé, quoi. Sur le release, si vous avez une condition qui est mal ficelée, vous ne libérez pas le wake lock, voilà ça va, je l'ai fait avec un timeout de 10 secondes, mais si ça dure très longtemps, une fois de plus, vous tuez l'autonomie de votre batterie. Alors, j'insiste, je ne vais pas trop insister là-dessus parce que je vois que le temps, ça va être un peu compliqué. Ceux qui sont intéressés, il y a eu plein de discussions sur les mailing lists du kernel sur les wake locks qui sont super intéressantes. Donc je vous invite à aller les lire si ça vous intéresse pour aller un peu plus loin là-dessus. Alors, le gros du dossier aussi, c'est le réseau. Parce que le réseau, c'est super simple en fait dans vos applis. C'est facile, j'ai un téléphone, j'ai le cloud, j'ai une API, HTTP URL connexion, hop. Je récupère, j'ouvre la connexion, je récupère le buffer, je lis, et puis voilà. C'est super facile. Non, c'est un peu plus compliqué que ça. Parce que ce que vous ne voyez pas, c'est que dans le réseau, votre téléphone, il va aller discuter d'abord avec des BTS quand on était en 2G, mais j'ai surtout parlé des nodes B en 3G, les iNodes B quand on est en 4G. Et quand on va vouloir faire des connexions réseau, on va devoir passer par le node B qui va lui demander un certain nombre d'infos au RNC, puis ça peut potentiellement partir après sur des gateways diverses et variées qui vont s'enchaîner. Donc bref, il va se passer plein de choses au niveau du réseau vu de votre téléphone. Et donc c'est une question de point de vue comme d'habitude. Vous êtes développeur, c'est un peu le pendant de la pyramide que je présentais tout à l'heure. Vous utilisez une API, qui utilise une autre API. Bon, en dessous, c'est bon, c'est de la magie, on s'en fout. Sauf qu'en fait, il y a des protocoles afférents à chaque fois. Vous avez HTTP qui va s'appuyer sur TCP, qui va s'appuyer sur IP. En général, on connaît assez bien Ethernet, le câble, c'est facile, c'est open bar. Sauf que non, dans le réseau mobile, vous allez avoir d'autres protocoles, PDCP qui vont encapsuler les trames IP, RLC qui va s'occuper de l'intégrité du transfert sur le réseau radio, et vous avez un protocole qui s'appelle RRC. Et le protocole RRC, Ran en a parlé un peu hier,
c'est hyper impactant pour votre téléphone. Parce que votre téléphone, un peu comme pour les CPU, la radio, elle va essayer de se mettre en mode idle le plus souvent possible. Merde, pardon. Mais dans un réseau mobile, le téléphone, c'est pas lui qui décide. En général, c'est le réseau qui va décider de ce qui se passe sur son interface radio. C'est normal, l'opérateur, il ne veut pas qu'il se passe non plus n'importe quoi, il veut garder un maximum de contrôle sur les ressources de son infrastructure. Donc le téléphone, quand il va vouloir transmettre des infos, il va le signaler au réseau, et le réseau, il va lui dire, par exemple, d'aller, ok, tu vas pouvoir transférer des données, je vais te mettre dans un état qui s'appelle le cell DCH. Ça veut dire que le réseau va lui attribuer un canal dédié, en 3G, pour faire ses transferts. Donc là, le canal, il lui est dédié, il a de la bande passante, les latences seront les plus faibles possibles, et puis c'est bon. Et ça, en fait, c'est comme un bail. Le réseau va lui attribuer ça pendant quelques secondes, en général, parce que ça consomme de la batterie, donc on ne va pas non plus le laisser sans arrêt dans l'état DCH. Et au bout d'un certain timer, qui est fixé dans le réseau, on va dire au téléphone, bon, c'est bon, écoute, tu n'as pas transféré de données depuis 5 secondes, passe dans l'état self-hash. C'est le forward access channel. Là, le téléphone, il n'a plus de canal dédié, mais pour autant, il reste connecté avec le réseau, et il peut potentiellement envoyer un peu de signalisation, ce genre de choses. Hein. Oui, juste pour bien fixer les choses, le protocole RRC, il est entre le téléphone et le RNC. Je vous montrerai une trace après. Et puis au bout d'un moment, si vraiment dans l'état self-hash il ne s'est rien passé, le réseau va lui dire bon, ok, passe dans un état PCH où on va écouter juste un canal de paging qui consomme plus grand chose. Donc en état CLDCH, on va consommer à fond. En self-hash, on va consommer 2 fois moins. En PCH, on va consommer quasiment rien. Et donc dès que vous allez par exemple envoyer un paquet, vous avez toute cette machine d'état qui va s'exécuter. Et si on envoie juste un paquet ICMP, j'ai fait un ping sur mon téléphone, ça va faire ça. Écran éteint, enfin, il n'y a à peu près aucune ressource à part la radio qui tourne là. Vous avez un temps d'établissement, vous consommez environ 150 mAh ici pendant à peu près 5 secondes, et après, vous consommez un peu moins de 100 mAh pendant 4-5 secondes également, avant de repartir dans un état un peu plus tranquille. Ça, typiquement, c'est la consommation d'énergie de chacun des états, en CLDCH, en self-hash. Et tout ça pour un paquet ICMP que j'ai envoyé. D'accord? Donc dès que vous allez faire même une page web, n'importe quoi, si vous étiez dans un état dormant au niveau du réseau, potentiellement vous allez partir sur 10, 15, 20, ça dépend de la configuration du réseau, secondes avec la radio qui est active. En 4G, forcément on a un peu changé les choses. En 4G, déjà on va consommer beaucoup plus parce que les techniques de modulation sont beaucoup plus gourmandes en ressources. Et la machine d'état, elle a été simplifiée en fait. Alors volontairement, j'ai à peu près repris la même signalétique que le précédent parce que les états en 4G, c'est juste déconnecter, connecter. Mais au final, quand on est connecté, on a différents sous-états qui sont la réception continue, la réception avec des short DRX, donc je vais montrer ce que c'est, et des longues DRX. C'est-à-dire qu'en fait, on va d'abord avoir la radio qui va écouter pendant quelques secondes, juste pendant qu'il y a des transferts, ce qui se passe. Et après, elle va commencer à s'endormir plus régulièrement. Parce qu'il ne s'est pas passé grand-chose, ou alors il n'y a pas beaucoup de débit, il n'y a pas beaucoup d'informations à récupérer, donc la radio va se couper de temps en temps. Et puis s'il ne se passe pas de transfert ou que ça suffit, il va passer dans un état après où il va faire des pauses encore un peu plus longues. Et comme ça, on va optimiser la consommation de la radio, et surtout, on va pouvoir s'adapter vraiment à la bande passante. Parce que typiquement, si on fait de la voix sur IP, la bande passante, elle n'est pas forcément super utile. Donc le fait de pouvoir endormir la radio comme ça régulièrement, juste pour aller récupérer les paquets quand il y en a besoin, ça permet d'optimiser un petit peu l'usage de la ressource. Donc avec un téléphone en 4G, ça peut ressembler à ça. Je vais avoir la consommation continue, je vais avoir des cycles avec mes short DRX, et après des cycles de DRX un peu plus longs. Et l'intérêt de la 4G, c'est qu'en fait, cette fois, on n'a plus de dialogue en fait, pour changer d'état. C'est la machine d'état RRC qui va donner les différentes valeurs pour les cycles et charge au téléphone de s'arranger avec ça. En 3G, à chaque fois qu'on changeait d'état, c'était le réseau qui le notifiait au téléphone. Donc ça refaisait de la signalisation supplémentaire. Donc pour bien vous montrer qu'en fait, il se passe plein de choses sans qu'on le soupçonne, moi, du point de vue de mon appli, j'ai juste fait un ping. Vraiment pas grand-chose. Au final, il y a tout un tas de protocoles qui sont impliqués et qui n'ont rien à voir avec TCP et IP. J'ai les protocoles RRC, par exemple. Donc là, j'ai demandé à établir la connexion RRC. Il s'est passé un paquet d'échanges de messages entre mon mobile et le RNC, donc c'est passé par le node B et le RNC.
J'ai le Radio Bearer Setup, ouais, qui est renvoyé, qui me dit je suis en celle DCH. Vous voyez, il s'est passé quand même un petit peu de temps là, mine de rien. Et ensuite, vous avez encore plein de mesures qui sont rapportées aux différents segments du réseau, pour éventuellement après avoir une deuxième configuration du réseau, qui là, typiquement, bon, je ne le montre pas, mais le réseau me dit de passer en fâche. Donc il y a tous ces protocoles qui sont mis en jeu à chaque fois que vous faites de la radio. Alors, une histoire rapide que j'aime bien évoquer, c'est le Fast Dormancy. Vous amusez pas à le lire, ou amusez-vous à le lire pendant que je raconte l'histoire, si ça vous tente. Le Fast Dormancy, c'est un truc qui avait été fait il y a quelques années, sur la 3G, parce que je vous ai montré la machine d'état RRC, hein, vous voyez, vous passez en DCH, après vous passez en fâche, et c'est le réseau à chaque fois qui vous dit ce qu'il faut faire. Et potentiellement, les périodes dans lesquelles il va vous laisser en DCH et en fâche sont relativement longues. Donc du coup, le fabricant de téléphone mobile, il se dit, ouais, mais c'est drôlement long, ça m'embête, parce que moi je sais pertinemment, je suis le smartphone, je sais qu'il n'y a plus de données envoyées, donc j'aimerais bien que le réseau me remette directement dans un état idle. Comme ça, au moins, je coupe ma radio et je suis tranquille. Et dans les versions initiales de la spec, enfin initiales, en tout cas dans la release 7, il y avait une procédure pour dire, de la part du smartphone au réseau, il y a eu une erreur, je suis désolé, il y a eu une erreur dans les couches supérieures, il faut couper la connexion RRC. Et donc les fabricants, ils se sont vraiment, comment dire, ils ont tous emboîté le pas de ce petit, comment dire, cette petite imprécision dans la norme en disant, ah ouais, en fait, j'ai plus d'infos à donner, je vais envoyer le message qui permet de couper la connexion. C'était pas un message qui était prévu pour faire ça, mais c'était pas dit qu'on pouvait pas le faire. Donc en fait, ils ont dit, ok, super, donc je peux envoyer cette procédure. Une fois que c'est fait, je peux retirer de ma liste des connexions de signalisation qui sont établies, et puis j'envoie le signal, donc c'est le Signaling Connection Release Indicator, SCRI, souvent on voit ça, et puis comme ça je coupe, et je passe en idle, et j'ai économisé la batterie. Et ça a embêté pas mal d'opérateurs en fait, et même le 3GPP, parce qu'en fait, si on fait ça, on passe en idle, donc si on veut retransférer un paquet juste après, on va refaire tout un tas de signalisations, c'est ce que je vous ai montré dans la trace d'avant, et puis on va reconsommer de la batterie, et puis on va prendre de la ressource sur le réseau, et ça embête tout le monde. Et ça ajoute de la latence en fait, mine de rien. Donc dans la release 8, le 3GPP a dit, ok, on peut utiliser le SCRI, et puis on peut aussi quand même l'utiliser pour indiquer qu'on veut passer dans un état qui est plus efficace pour la batterie. Par contre, hein, c'est pas au terminal de décider s'il libère la connexion ou pas. Bah non, parce que le terminal il va dire au réseau, mais le réseau il veut garder le pouvoir de décision sur l'état qui va lui être attribué. Et en 4G, ils ont coupé court, hein, ils ont dit, voilà, il y a aussi un OR en fait, qui est le Connection Release Request, qui peut être envoyé par le terminal. Ils ont dit, bon bah non, ça vous l'utilisez pas pour faire l'économie d'énergie sur les terminaux, s'il vous plaît. Donc c'est assez marrant de voir l'historique de ce genre de truc. Et de voir que déjà une spec, vous pouvez vous rendre compte, hein, c'est les termes précis, c'est un peu dur à lire. Et donc forcément, quand il y a une imprécision dedans, potentiellement on a des surprises. Alors pour pouvoir vérifier le comportement de vos applis face à tout ce genre de mécanismes que parfois on sous-estime ou qu'on ne connaît pas du tout, il y a un outil qui a été développé par AT&T qui s'appelle Arrow et qui permet d'analyser le trafic qui est fait sur le terminal. Et surtout, il va permettre de simuler la machine d'état RRC. Et il est suffisamment malin même pour proposer un certain nombre d'optimisations sur la base du profil de trafic qu'il a pu observer. Et aussi, il va vous donner des statistiques. Donc ça, c'est assez génial, parce que quand vous faites ça sur une appli, là, par exemple, j'ai fait juste un petit test en faisant une requête GET sur Stack Overflow, et en mauvais développeur que je suis, je n'ai pas fermé la connexion une fois que j'en avais plus besoin. Je ne l'ai pas fermé la connexion, mais le serveur, au bout d'un moment, c'est lui qui l'a fermé. Il a dit, bon, il ne se passe plus rien sur cette socket, je vais la fermer. Et du coup, quand j'ai fait ma première requête, je suis passé dans les différents états de la machine RRC. Donc on voit ici la petite rampe, ça c'est le cell DCH, ça c'est le cell fâche. Et je suis repassé en mode idle. Et au bout d'un moment, quand le serveur lui a coupé la connexion, parce que moi je ne l'avais pas fait, j'ai du trafic TCP qui passe pour finir. Vous savez comment ça marche TCP, il m'envoie un FIN, FINAC, machin. Et du coup, il a fallu que je me reconnecte sur le réseau data pour le faire. Et du coup, je suis reparti encore pour 10, 15, 20 secondes de radio. C'est dommage. Il va vous donner aussi des statistiques, Arrow. Je ne sais pas si on voit bien ce qui est tout en bas.
Et des statistiques qui sont parfois assez hallucinantes. Donc, bon, là, c'est un test assez orienté, parce que je l'ai fait exprès pour montrer, mais si vous faites du trafic périodique avec des toutes petites requêtes, mais très régulières, et pour, par exemple, simuler, je ne sais pas moi, la navigation d'un utilisateur sur votre appli, à chaque fois qu'il clique quelque part, vous remontez ça via un analytics ou que sais-je. Et qu'au final, votre appli, par exemple, c'est de streamer, je ne sais pas moi, de la musique. L'utilisateur, il va envoyer plein de petits pics de trafic réseau pour remonter des infos périodiques, et le contenu utile pour lui, c'est la musique qu'il a voulu écouter, en fait. Ça va être un gros burst, avec pas mal de bandes passantes qui va être utilisée. Au final, vous pouvez retrouver dans des situations assez marrantes, où vous avez 0,2% du trafic réseau, qui va consommer 65% de l'énergie. Et les bursts, donc qui représentent la musique que j'ai écoutée, 99%, ça a consommé que 16% de l'énergie. Tout ça à cause de la machine d'état-RT et ce genre de mécanisme. Donc c'est pour ça que Ran en a parlé, il faut vraiment essayer d'optimiser au maximum ce genre d'utilisation que vous faites dans les applis. Alors il y a un syndrome qu'on voit régulièrement, que moi j'ai pu observer régulièrement, c'est celui des shadocks en fait. Et ouais, on va pomper. Même s'il ne se passe rien, on pompe. On ne sait jamais, si jamais on arrête de pomper, il va se passer un truc dramatique. On retrouve ça des fois dans les applis. Ça, typiquement, c'est une appli qui veut partager sa connexion, qui fait une espèce de hotspot partageable avec d'autres, et du coup qui veut vérifier qu'on a la connexion Internet qui est up. Elle veut vérifier, pourquoi pas, hein. Sauf que pour vérifier, en fait, toutes les 10 secondes à peu près, elle fait un get. Toutes les 10 secondes sur un serveur lambda, juste pour voir si on a une réponse au get, ok, c'est que l'Internet, il est bon. Ouais, mais sauf que pendant qu'elle fait ça, moi, ma radio, elle est sollicitée sans arrêt. Et ma batterie, elle fond. Voilà. Autre chose, donc là, 10 secondes, c'est quand même vraiment assez brutal. Hein. Je ne sais pas qui a eu l'idée de faire ça, mais c'est pas super. Et alors, c'est d'autant plus en moi que c'est une lib qui fait ça. Donc, si vous surveillez pas, si vous ne faites pas gaffe, vous savez pas, quoi. Vous avez une lib qui vous dit, ok, est-ce que je suis connecté ou pas, qu'il y a une callback, super, ça a l'air vachement intéressant. Sauf que si elle fait ce genre de truc dans votre dos, c'est pas super cool. Et puis, il y a aussi le fait de, parfois, vouloir maintenir une connexion TCP. Ça peut être utile, je veux dire, si vous voulez être notifié, vous faites n'importe quoi, du chat, de la voix sur IP, à un moment, il faut que vous puissiez être contacté par un serveur. Et du coup, potentiellement, vous allez faire des keep live. Tout le temps. On ne sait jamais. Peut-être qu'on va perdre la connexion TCP. Et là, on fait le keep live toutes les 5 minutes. Toutes les 5 minutes sur un réseau mobile, quand vous êtes en 3G, c'est pas la peine. Clairement, votre connexion TCP, elle ne va pas disparaître au bout de 5 minutes comme ça par l'opération du Saint-Esprit. Il n'y a pas d'équipement qui va couper la connexion. Après, en fonction des services que vous utilisez, il peut y avoir des équipements qui vont potentiellement, je ne sais pas si vous avez du NAT ou quoi, qui vont fermer la connexion, ou qui ne vont pas la fermer, qui vont juste la résilier sans vous prévenir. Mais ce n'est pas le réseau qui va le faire. Donc après, j'ai envie de dire, c'est un problème d'infrastructure entre votre appli et vos serveurs, quoi. Mais le réseau, il ne va pas couper la connexion au bout de 5 minutes, c'est sûr. Et il ne faut pas faire ça parce que ça va consommer votre batterie. Donc une des questions que vous pouvez vous poser, c'est comment je fais? La réponse de Google, c'est utiliser GCM, forcément. Et il n'y a pas de mystère, GCM, comment il fonctionne, lui? Il faut qu'il garde une connexion TCP avec votre terminal pour vous envoyer un push. S'il n'y a pas la connexion TCP, il ne peut pas vous envoyer de push. Ils ont travaillé pas mal là-dessus. Et en fait, eux, ils ont fait également un mécanisme de keep alive. C'est une trace que j'ai prise avec Caro. Hein. Et on voit que j'ai un petit paquet qui part là. Hop. Toutes les à peu près 30 minutes. Enfin 28, je crois, je ne sais plus précisément. En fait, si on regarde bien, c'est toutes les 1680 secondes. Vous avez un petit code que vous pouvez taper sur vos téléphones Google pour voir l'état des services Google Play. Et là, ce qu'on voit, c'est que quand je suis en 3G, j'ai un heartbeat. Hop, heartbeat. Toutes les 1680 secondes. Ce heartbeat, c'est lui. C'est lui, et c'est juste pour s'assurer que la connexion TCP ne va pas être coupée. Donc vous voyez, 5 minutes, 30 minutes, c'est quand même pas... Voilà, quoi. Il y a un facteur qui n'est pas négligeable. Et du coup, avec GCM, non seulement, ils ont bien pensé leur truc, vous avez des keep live qui sont plus espacés, tout un mécanisme de reconnexion qui a été quand même assez bien pensé par Google, dont vous n'avez pas besoin de vous occuper vous. Et surtout, vous allez pouvoir mutualiser ce canal entre différentes applications. Parce que si chacune des applications veut s'amuser à avoir sa connexion TCP à elle, ça ne va pas le faire, parce que vous allez consommer sans arrêt, parce que chacune va envoyer des TCP. Là, au moins, des TCP, des keep live. Là, au moins, avec GCM, c'est agrégé. Je vais accélérer. Et donc, pour optimiser toutes ces différentes problématiques autour de la radio, avec le projet Volta, Google a proposé l'API du Job Scheduler, qui va lui s'occuper en fait de voir dans quel état radio on est. Vous allez pouvoir lui donner tout un tas de conditions
pour lui déléguer en fait les différentes requêtes, puisque vous n'avez pas nécessairement besoin de faire des requêtes sans arrêt. Et si vous avez besoin, par exemple, d'être contacté, Google vous dira utilisez GCM plutôt, parce qu'au moins c'est optimisé pour le téléphone. Et avec le projet Volta, Google a également proposé Battery Historian comme outil, afin de pouvoir diagnostiquer les applis. Donc pour le faire, c'est assez simple, hein. Vous faites un coup de DUM6, si vous voulez voir tous les wake locks, vous lui faites Enable Full Wake Lock. Vous resettez les stats si vous voulez repartir de zéro. Vous faites un bug report. Le bug report, c'est clairement quelque chose que vous ne voulez pas lire. C'est du texte, mais bon, voilà, ça fait 172 000 lignes. C'est pas très human-friendly. Par contre, avec Battery Historian, vous le lancez avec votre fichier de bug report, et vous allez avoir un truc comme ça. Et là, vous allez voir tout ce qui se passe sur le système. Vous allez voir quand la CPU tourne, vous allez voir les wake locks, qui les a acquis ou pas. Vous avez ici en overlay la batterie. Et avec ça, vous allez pouvoir diagnostiquer ce qui se passe. Vous allez avoir une vue d'ensemble sur tout le système, et vous allez pouvoir voir, par exemple, s'il y a des alarmes qui ont été déclenchées sans arrêt. Ici, elles sont où les alarmes Ah oui, non, mais les alarmes, je pensais aux alarmes, aux wake locks. Vous allez voir ce qui va se passer au niveau des wake locks, si vous, qui les a acquis ou pas. Quand vous vous mettez au-dessus en overlay, vous voyez l'appli qui a pris le wake lock, le type de wake lock, ce genre de choses. Vous allez voir au niveau du réseau mobile quand est-ce que vous l'utilisez ou pas. Bref, vous avez une vue d'ensemble sur plusieurs heures de tout ce qui s'est passé. Et c'est vachement utile. Donc utilisez-le, usez-en et abusez de l'outil. Donc en parlant d'alarme, en général, l'enfer, c'est les autres. Parce que sur Android, quand vous faites des alarmes, vous avez deux types d'alarmes. Les alarmes qui vont réveiller le téléphone, les alarmes qui ne vont pas le réveiller. En général, Google va vous dire, non, faites des alarmes qui n'ont pas besoin de réveiller le téléphone. Ok. Mais bon, vous allez être un bon élève, vous allez le faire, sauf qu'il y a peut-être des applis qui vont faire des alarmes wake-up à chaque fois. Et le truc, c'est que Android, du coup, il va regarder, il va réorganiser toutes ces alarmes pour voir celles qui ont besoin d'être réveillées ou pas, le temps qui a été échu. Et s'il y a quelqu'un qui lance une alarme wake-up et que vous aviez une alarme avec le temps échoué qui est valide, il va la déclencher aussi. Donc potentiellement, vous allez, ou si c'est vous qui faites les wake-up, vous allez réveiller plein d'autres alarmes, ou si quelqu'un fait des wake-up sans arrêt, il y a certaines alarmes que vous pensiez pouvoir déléguer un peu plus tard qui vont être déclenchées sans arrêt. Et pour les alarmes, voilà, il y a un super pro-tip qui vous donne un peu la manière de choisir vos alarmes. Je vous invite à aller le regarder parce qu'il est, il est exhaustif, on va dire. Et ce qu'on voit surtout dessus, c'est que vous avez une nouvelle API qui est le set and allow while idle. C'est nouveau, qu'est-ce que c'est que ce truc? Pourtant, j'ai des alarmes qui marchent quand qui peuvent me réveiller le téléphone. Ça, c'est lié à Dose. Parce qu'avec Dose, vous n'avez plus d'alarme. Vous ne pouvez plus faire de wake-up du téléphone. Vous n'avez plus de wake lock, pardon. Vous n'avez plus de réseau. Vous n'avez plus de problème de batterie, c'est clair. Par contre, vous avez potentiellement des problèmes dans votre appli. Les problèmes dans votre appli, heureusement, Google vous donne des moyens de les anticiper, de voir si tout se passe bien. Avec DUM6, donc vous pouvez faire un DUM6, d'abord vous débranchez la batterie, parce que si vous branchez votre batterie, Dose si vous la laissez brancher, Dose se déclenchera jamais. Et après, vous pouvez voir l'état de votre device. Et il vous donne également un moyen d'avancer dans la machine d'état de Dose, parce que Dose, d'abord, il va vérifier pendant une demi-heure si votre téléphone ne s'est rien passé. Une fois qu'il s'est passé une demi-heure, il relance un petit timer d'une demi-heure pour voir si vraiment il ne s'est rien passé. Et au bout d'à peu près une heure, il va s'endormir. Et quand il va s'endormir, on voit ici par exemple, j'ai une appli où j'ai pas Dose d'activer. J'ai mes alarmes, en bleu c'est mes alarmes. Une fois que Dose s'active, quand je fais mes steps et que je vais en mode idle, j'ai plus mes alarmes. Et voilà, là je suis un peu grillé. Et le seul moyen de réveiller mon appli, c'est via GCM. Et donc vous pouvez vous dire quand même, avec GCM, mais comment ça se fait? Pourquoi lui, il pourrait réveiller mon alarme? Si vous faites un petit coup de ADB Shell DUM6 device idle, vous voyez qu'il y a une appli qui est whitelistée, GMS. GMS, c'est les Google Play Services, c'est lui qui va gérer le GCM. Et si vous êtes curieux, vous allez voir ce qui se passe au niveau du package également avec DUM6, et vous voyez qu'il a une permission là, Change Device Idle Temp Whitelist. Tiens, qu'est-ce que c'est que ce truc? En fait, GCM, quand il va recevoir un push pour votre appli, il va vous donner des credentials pour pouvoir outrepasser Dose, pour pouvoir être whitelisté pendant un certain temps et effectuer le travail que vous avez à faire. Donc j'accélère un peu, je suis désolé, ça va finir assez vite parce qu'il n'y a plus de temps. Je vous propose rapidement, sur Dose, on pourra en discuter après s'il y en a qui sont intéressés. Je vous propose rapidement aussi un moyen peut-être de faire vos mesures, si ça vous tente. Vous avez des API
au niveau du battery manager, vous avez des équipements comme le power monitor, vous pouvez également le faire vous-même avec un Arduino. Donc le battery manager, ça a été ajouté assez récemment. Vous pouvez avoir des propriétés, par exemple, sur battery property current now, pour savoir combien de courant je suis en train de prendre sur la batterie. Le problème avec cette approche, bon, c'est que pendant que vous faites le polling, pour savoir, vous utilisez la CPU, donc ça biaise un peu les mesures. N'en demeure pas moins que ça reste intéressant parce qu'il y a des devices où vous ne pouvez pas accéder à la batterie, donc faut bien faire quelque chose. Quand vous pouvez accéder à la batterie, vous pouvez utiliser le Power Monitor. C'est un truc qui coûte quelques centaines de dollars et qui est hyper précis. Enfin, vous pouvez échantillonner à 5 kHz, donc c'est quand même pas mal, vous avez vraiment plein d'échantillons. C'est avec ce Power Monitor que j'ai pris toutes les courbes que je vous ai présentées tout à l'heure. Et vous pouvez après faire des stats, moyenner, faire plein de trucs avec. Et petit goodies, alors je ne sais pas si vous êtes comme moi j'aime bien chiner dans les sources de Google, et notamment par exemple, je suis allé voir dans les CTS ce qui se passait. Et en fait, il y a un script Python qui permet de piloter le Monsoon directement, sans avoir à passer par l'interface, parce que ça c'est Windows only, quoi. Donc voilà, si vous n'avez pas le Windows, vous êtes grillé. Mais avec ça, hop, ça implémente le protocole pour communiquer avec, et vous pouvez. Et en dernier, il me reste une minute, hein, vous pouvez le faire avec un Arduino, si vous êtes un peu courageux et si vous aimez ça. Par contre, alors voilà, avant de faire quoi que ce soit, soyez hyper prudent. Voilà, la batterie, il y a plein de composants chimiques dedans, et du lithium liquide. Faites gaffe. Hein, voilà, à manipuler, c'est pas forcément un truc très secure. Mais je peux vous montrer une démo parce que j'ai pas peur. Où ça? Ça, c'est le montage. Et en vrai, hein, vous rajoutez 4 fils, vous prenez un Arduino. Alors, le tout, c'est de se procurer ce petit composant, qui est une sonde de courant. Et voilà, 4 fils, un petit programme, et ça tourne. Donc, je vais essayer rapidement de le lancer, quand même. Hop, hop, ça a l'air de tourner. Hop, hop, hop. Ah bah oui, vous ne voyez pas. Ah mais pourquoi il ne veut pas aller là, lui? C'est pas grave. Je sais pas pourquoi il ne veut pas me le montrer, ce. C'est une démo, forcément, c'est toujours risqué. Hein. Attends, non, mais ce que je vais faire, c'est que je vais me foutre en copie d'écran, et puis voilà. De toute façon, j'ai fini. Disposition, recopie. Et hop! Voilà, ça c'est le courant qui est tiré par mon téléphone, il est en train de booter là. Et donc tout ça, c'est avec quelques lignes. Vous allez via I2C, donc il y a des librairies, Dieu merci, pour y accéder. Vous faites un petit programme avec Arduino, et puis vous allez demander à la sonde de courant régulièrement combien elle mesure. Là, je dois le faire à peu près à, je ne sais plus, 200 Hz, mais bon, il n'y a pas forcément besoin d'aller très haut en fréquence d'échantillonnage. Mon téléphone reboot sans arrêt, en fait. Tout va bien. Au moins, vous voyez que ça bouge. Et alors, pour avoir fait l'essai, on voit un certain nombre de choses. Hein. Alors, juste avec un Arduino et cette petite sonde qui coûte quelques dizaines d'euros, vous pouvez avoir des mesures qui sont assez intéressantes. Par contre, voilà, le problème, c'est qu'il faut brancher la batterie. Voilà, soyez prudent si vous voulez vous amuser à faire ça. Ou sinon, acheter un équipement, mais bon, c'est pareil, l'équipement, il faudra un moment ou un autre que vous manipuliez la batterie. On va arrêter là, du coup, parce que je crois que c'est tout, là, en temps. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je sais pas si on peut. On a le droit à une seule question, et après, on vire tout le monde. Enfin, non, ceux qui veulent rester pour la prochaine conf, ils restent, évidemment. Oui, tu as présenté plein de trucs super intéressants, dont ton montage. Est-ce que tu as un repo GitHub où on peut avoir plus de trucs que tu as présenté là? Alors, je vais mettre sur GitHub les sources pour le petit montage, en tout cas pour l'Arduino. La présentation, de toute façon, elle sera en ligne. Mais oui, alors en fait, là, le montage, je vous ai présenté le truc brut de fonderie le plus bête possible. Hein, il y a quelques lignes de code. Par contre, sur le repo, en fait, on prend un peu de temps parce qu'on a travaillé également pour améliorer les perfs du dispositif. Donc, on publiera ça quand ce sera prêt. Donc, voilà. Mais c'est facile, hein, franchement, le truc, il
n'y a rien à faire. Voilà. Merci.